ce matin, on va voir les chevaux. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis mes bottes adéquates. Et après, tu sais très bien. Heureusement, peut-être ce qui a fait rentrer de gauche. Là, je répondais. Ça rigote. Et je crois que je disais à Mathieu tout à l'heure, je crois que je vais faire ça. Ouais. Et donc, il y en a une que. Bah, non, non. Ouais. Ah non, tu peux commencer déjà. Après ça, on l'a voulu, mais aujourd'hui la chance que j'ai, c'est que je gagne ma vie, il y a tellement de gens qui n'en gagnent pas. Depuis que c'est ça, c'est bon. Quelques minutes pour pouvoir juger correctement un animal. C'est ce que je disais tout à l'heure à Jamie, c'est vrai que là c'est la fine fleur finalement. Ils se sont tous déjà vus, dans les talons, il a été champion de sa race, de la race au mois de septembre dernier. Et puis les chevaux se sont déjà, toutes les pouliches se sont déjà affrontées à son national de la race. Donc si elles sont là, c'est qu'elles sont vraiment, voilà, faut dire, c'était l'année des consécrations, c'est pratique. Voilà, c'est la jet set, super chiant. Et donc, eh bien, tout va se jouer dans le détail. Les juges ne peuvent pas se permettre de dire, allez, je juge en 3 minutes. Non. Il faut prendre le temps pour examiner dans le détail. Alors, c'est pas une condition optimum, hein, on est bien d'accord. Les chevaux, eux, ils sont bien plus heureux quand on est dehors et puis quand on est présent sur l'herbe. Là, il y a l'effet micro, carrière. Alors, le bon lancement, en plus, il y a tous ces femelles à côté. Alors là, c'est le Saint Graal. Et puis, donc, ça permet voilà, de présenter le cheval. Alors là, tu vois, déplacement en triangle. Pour ceux qui ne connaissent pas, le triangle, ça permet d'admirer au mieux les détails. Vous voyez, c'est comme ça qu'on juge un bûcheron. On rappelle toujours cette origine. Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon de l'Agriculture pour une émission avec beaucoup d'ouvrages, beaucoup de réflexions sur l'évolution de l'agriculture. J'accueille tout d'abord Gaspard Koenig. Bonjour Gaspard. Bonjour. Alors vous avez eu justement le prix du meilleur roman français, le prix Transfuge, le prix Interallié aussi, pour cet ouvrage qui s'appelle, ce roman pardon, qui s'appelle Humus, que je conseille bien sûr à lire. Juste... Et le prix Giono. Ah oui. L'immense prix Giono. Ah bon. Très grand. Qui correspond formidablement au livre, en effet. Juste à vos côtés, donc, Marc Lemazy. Bonjour Marc. Bonjour. Journaliste, et puis aussi, on a la couverture qui va se mettre à l'écran, donc, différents livres, dont le dernier chez Albin Michel, donc, France 2050, le scénario noir du climat. On aura l'occasion d'en reparler. Jean-Marie Serroni, bonjour. Bonjour. Un habitué d'émission agroéconomie, c'est notamment, il a produit un ouvrage qui s'appelle 2041, l'Odyssée paysanne, aux éditions France Agricole. Pour la santé de l'homme et de la planète.
C'est important. Ok, on va pas rentrer dans le débat de suite. Et juste à mes côtés, donc, il nous fait le plaisir d'être là, Éric Orsena, qui a écrit un nouvel ouvrage avec Julien de Normandie, Mourir sans dévaster. Petit précision de réalisation, tome 8, effectivement, aux éditions Flammarion. J'ai l'impression, Éric, allez, on démarre par vous, Éric. J'ai l'impression que dans l'ouvrage, quelque part, cet ouvrage témoigne du fait que l'agriculture est prise dans un monde de plus en plus complexe. Écoutez, on a bien vu les manifestations il y a quelque temps qui résumaient la situation, on marche sur la tête. Et nous avions dit ça longtemps avant, on marche sur la tête. Quand vous voyez ici le salon, où les Français ne s'intéressent à l'agriculture qu'une semaine par an, quand vous voyez l'infinie richesse d'ici, l'infinie diversité, je vais, à la prochaine édition du dictionnaire, interdire qu'on mette un singulier agriculture. Il faut mettre un S. Il n'y a pas de singulier agriculture. On voit l'extraordinaire diversité. Donc c'est à la fois une confiance perdue entre les agriculteurs et le pays, et en même temps un sentiment de gâchis invraisemblable. On est une terre aux 1000 terroirs, avec toutes les possibilités qu'on peut imaginer, avec une science, une recherche incroyable, et on en est là. Et donc, si vous mettez perte de confiance et gâchis, vous expliquez la colère. Gaspard Koenig, une diversité des agronomes, là justement, qui font l'objet de votre roman, une diversité de profils, mais une aspiration commune peut-être. C'est-à-dire que la complexité, je pense qu'on l'a beaucoup créée nous-mêmes. Et on l'a créée notamment dans le cas agricole parce que les agriculteurs sont face à des injonctions contradictoires. Et ces injonctions contradictoires viennent du fait qu'on n'a pas choisi un modèle. Que d'un côté, on reste sur le modèle d'Edgar Pisani des années 60, il faut produire pour nourrir, et c'est pas grave si on est des intrants. Et de l'autre côté, on a de plus en plus de réglementations qui viennent en fait aux antipodes de ça. Si l'environnement en soi n'est pas contraignant, si vous disiez, c'est l'expérience de pensée, je ne dis pas qu'il faut le faire, si vous disiez d'ici 2035, on interdit de l'amour profond et les intrants de synthèse, je ne dis pas que c'est possible, mais vous voyez, c'est très simple. Ça fait une réglementation compliquée. En fait, vous pouvez enlever tout le reste derrière. Parce que les agriculteurs tomberont d'eux-mêmes sur les bonnes solutions pour pouvoir respecter deux critères extrêmement forts. Ce que je veux dire, c'est qu'en termes politiques, la simplicité est synonyme à la fois de clarté et souvent de rigidité dans la loi. Une loi complexe est une loi qui à la fois rend fou et à laquelle il est facile de désobéir quand on a les moyens de la comprendre et de se la faire expliquer. La deuxième chose, c'est qu'au fond, ce que j'ai découvert en écrivant ce roman sur les sols, c'est que le sujet est plus simple qu'il n'y paraît. Quand on regarde les sols, finalement, c'est très simple. Un sol où il y a plein de vers de terre, plein de bactéries, plein de champignons, qui permet de fertiliser de lui-même les plantes, qui assure sa fonction métaphysique de transformation de la mort en vie. C'est ça que fait un sol, c'est que nous mourrons tous, les végétaux en particulier, c'est 99% de ce qui est recyclé dans le sol. Et le sol, qu'est-ce qu'il fait? Il défait les molécules, il en fait des éléments singuliers, biogènes, qui ensuite repartent dans les plantes. Cette fonction-là est très complexe du point de vue de l'évolution naturelle, parce qu'aujourd'hui on est incapable de la décrire. On connaît 3% des organismes qui existent dans le sol. La pédologie, la science du sol, il me semble très récente. Mais en même temps, elle est tout aussi fondamentale que simple pour nous. Il suffit de le laisser tranquille, et ce sol assure naturellement cette fonction. Et quand on prend le point de vue du sol, en fait tous les problèmes dont on parle deviennent finalement assez simples à régler. Prenez la question du glyphosate, qui est éminemment sensible, en particulier ici au sein de l'agriculture. Si on commence à regarder les effets sur la santé humaine, les effets sur ceci, cela, on va dire oui, mais c'est des microdoses, oui, mais il y a plein de débats. Si vous regardez les effets du glyphosate sur le sol, c'est bien documenté scientifiquement que le glyphosate, sans forcément les tuer, mais perturbe en tout cas le fonctionnement des lombriques, notamment leur reproduction, de sorte qu'à moyen terme, les sols perdent leur fertilité naturelle, leur galerie. Et bien donc, quelque part, ça vous donne un bon critère, le sol, pour juger de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Et ça débouche très naturellement sur la nécessité d'assumer une transition agroécologique de manière claire au niveau politique. Le problème, c'est que le politique n'est pas clair sur ce sujet et fait croire aux agriculteurs, notamment en ce moment, après les manifestations agricoles,
qu'on peut gagner du temps, on peut faire encore 5-10 ans de produits phyto et s'abstenir de réfléchir. Et on en reparlera. Jean-Marie Soroni, Gaspard Koenig a parlé du fait que quelque part on n'a pas choisi pour un modèle agricole, et ça aurait été beaucoup plus simple si tout le monde avait opté pour un axe précis. C'est aussi parce que le monde agricole a créé au XXe siècle des coopératives, des industries agroalimentaires, des marques qui n'ont pas vraiment envie d'évoluer rapidement dans le sens dont vous parlez. C'est cette complexité aussi qu'il faut gérer. Globalement, et c'est le pacte vert, on veut aller vers une agriculture plus naturelle. Utiliser la nature, non pas la préserver, mais l'utiliser comme facteur de production. Bon, métaphysique du sol, j'ai du mal, mais le reste, je suis un scientifique, un agronome, la métaphysique du sol, mais autrement, voilà, on va vers une... Et pour l'ingénieur du vivant, à mon temps on n'appelait pas ça les ingénieurs du vivant, on disait les agros, mais aujourd'hui maintenant c'est l'ingénieur du vivant, je trouve ça magnifique comme terme, et le vivant c'est très complexe. C'est beaucoup plus simple d'utiliser la chimie que travailler avec l'écosystème du sol, ce que vous avez décrit c'est un écosystème, donc sur lequel on peut intervenir, on peut le modifier de manière naturelle, mais à notre profit, dans le sens de la production. Pour moi, naturel, c'est pas contradictoire à la production, mais c'est plus complexe, j'allais dire compliqué, non, c'est plus complexe. Et l'écosystème du sol, l'écosystème du vivant aérien et l'écosystème du vivant aérien, nous comprenons, et avec notre propre écosystème de microbiote, ONL, je crois dont vous avez parlé ce matin, et compagnie. Oui, c'est tout ça la complexité. Vous n'avez pas répondu à ma question. Ma question, c'est de dire, est-ce que les structures qui ont été créées au XXe siècle sont-elles réellement adaptées au XXIe siècle et à la capacité d'évoluer vers un choix ou un autre? Voilà. Ou est-ce qu'on est entre deux eaux, à la fois les politiques, mais aussi les présidents de coopératives? Que les politiques, à mon avis, ils ne sont pas entre deux eaux tout de suite, on l'a bien vu samedi, ils sont sous l'eau, quoi. Enfin, il faut appeler un chat, quoi. Ils n'ont pas pris la mesure de ce qui se passe. Et ils ont tapé, depuis 15 jours, ils tapent à côté de la cible. Hein. Bon, après, est-ce que c'est... Vas-y. Dans la situation actuelle, il y a plus de politique dans les phréatiques que d'eau. Donc la réponse à ma question quand même. Voilà, et puis il y a de la fragile dans les phréatiques, et il y a de la fragile aussi. Jean-Marie, directement, oui ou non? Mais après, est-ce que ce sont les organismes? Est-ce qu'ils évoluent? Est-ce que c'est leur faute? Non. Est-ce qu'ils évoluent assez vite? Non. Et je dis toujours, dans les années 60, quand Edgar Pisani a voulu moderniser l'agriculture, la première chose qu'il a faite, il n'a pas détruit les organismes, mais il a changé l'organisation du conseil et de l'accompagnement des agriculteurs. Et je suis persuadé, et ça a été mon métier pendant 25 ans de travailler dans l'organisation de conseil, je suis persuadé qu'aujourd'hui, la mutation dont on a besoin doit démarrer par un changement, pas forcément des organismes, il ne faut pas les détruire, je ne sais pas, peut-être certains il faut les détruire, j'en sais rien, mais en tout cas il faut changer la façon d'accompagner les agriculteurs depuis l'INRAE jusqu'au conseiller ou à la conseillère, quelle que soit sa famille, qui est dans la cour de ferme. Marc Lemazy. Alors, si la question c'est la complexité, il y a une complexité d'abord du discours scientifique à faire comprendre quelle est l'urgence climatique. Pendant très longtemps, personne n'a lu les rapports du GIEC, okay, on peut comprendre, c'est un vrai, c'est très difficile à comprendre, mais vous avez en France des centaines et des centaines de scientifiques qui travaillent sur le changement climatique. L'INRAE travaille sur le changement climatique, il rapporte le changement climatique et l'agriculture. Donc c'est un discours complexe et dont les politiques doivent s'inspirer pour mettre sur pied leur politique agricole. Or, qu'est-ce qu'on a vu depuis quelques heures maintenant? C'est la défaite du politique. Je veux dire par là qu'à partir du moment où pour éclairer la décision publique on ne s'en remet qu'à des syndicats agricoles, à ce moment-là, vous vous fourvoyez parce que vous oubliez la priorité des priorités, qui est ce que tous les experts disent et ce que les agriculteurs disent en premier lieu, c'est-à-dire qu'il y a urgence à changer de modèle. La deuxième complexité, c'est qu'il y a urgence à changer de modèle, ok, mais quand vous êtes agriculteur, comment vous faites? S'il n'y a pas un accompagnement très fort public, vous n'y arrivez pas tout seul. C'est évident, je prends un seul exemple. Le bio, on a encouragé des agriculteurs à se convertir au bio. Aujourd'hui, le bio est dans une situation extrêmement difficile. L'objectif, je rappelle, de la loi Egalim, on a beaucoup parlé de la loi Egalim, c'était 50% de produits sains et durables dans la restauration collective, dont 20% de bio.
Aujourd'hui, quand vous allez à l'hôpital, quand vous allez dans les cantines scolaires, quand vous allez dans les restaurants d'entreprise, on doit être autour de 5 ou 6%. On est très loin. Qu'est-ce qui manque? Il manque un encadrement des prix. Il manque un encadrement des prix. Voilà. Donc la complexité, elle est à la fois de bien comprendre ce qui nous arrive, et ce qui nous arrive, c'est le pire choc climatique depuis la création de la Terre. Et là, il y a des climato-sceptiques avec des discours extrêmement dangereux. La deuxième complexité, c'est que on n'a pas aujourd'hui de politique, d'hommes politiques et de femmes politiques à la hauteur de cet enjeu-là. Globalement, on a l'impression d'ailleurs que l'enjeu climatique a été mis un peu sous le tapis, là. Pas dans la réalité, dans les discours. C'est-à-dire que dans le cadre de ce salon, on a mis un peu tout ce qui est agroécologie sous le tapis. Justement, moi j'aimerais continuer à faire de la lunette physique pour embêter monsieur. Et je trouve qu'il y a un auteur qui est excellent aujourd'hui pour trouver déjà intellectuellement le modèle que nous cherchons, et puis ensuite il faut le décliner en politique publique, c'est Élisée Reclus. C'est un géographe anarchiste de la fin du 19e siècle et qui écrit, qui ne refuse pas l'anthropisation. C'est ça qui est très intéressant. C'est un discours très écologique, très en avance sur son temps, de ce point de vue-là, mais qui explique que l'homme peut faire progresser la nature selon les critères de la nature elle-même. En augmentant, vous avez par exemple des fois des espèces endémiques qui peuvent être très nuisibles sur un écosystème et que l'homme peut éliminer pour au contraire accueillir et produire de la biodiversité. C'est pas ce qu'il fait aujourd'hui. Et comme dit Élisée Reclus, que l'homme défait, il peut aussi le refaire. Et il nous propose de penser une civilisation qui soit la civilisation de l'homme, de la nature et de l'animal, et qui au fond réconcilie l'idée d'exploiter la nature et l'idée de la respecter. Ce qui est tout à fait, ce qui fournit, si vous voulez, les fondements intellectuels un peu de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'agroécologie. Comment l'agriculture peut évoluer dans cette complexité? Le chemin. Alors, pour reprendre ce que dit Gaspard, il se trouve que l'eau, depuis 25 ans, est mon métier. Quelle est la bonne échelle pour gérer l'eau? Eh bien, quand vous avez la bonne échelle pour gérer l'eau, vous avez une bonne échelle pour gérer la vie. Parce que s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Il y a eu un mouvement, il y a 5-6 ans, où on voulait supprimer les agences de l'eau, il y en a 6 en France, qui sont admirées partout dans le monde. Et on voulait que tout revienne à Bercy, ministère des Finances. Pour une double bêtise cumulative, à Paris, on sait mieux pour moins cher. Et bien ça ne marche pas. Il y a un truc qui s'appelle la logique du bassin. Et donc c'est à la logique du bassin qu'il faudrait avoir un projet agricole et l'évolution de ce qu'on peut faire. Donc moi je travaille sur ces questions. Par exemple, nous n'aurons très vite plus d'eau dans la Garonne. Comment est-ce qu'on peut continuer à avoir des productions de maïs? Maïs qui est une plante géniale, bien plus active et formidable que le blé, mais elle a besoin d'eau en plein été, quand on n'en a pas. Donc c'est ce genre de question. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à planter tant de maïs et donc tant d'élevages de bêtes qui dépendent du maïs à cet endroit-là? C'est ce que font les régions, de régionaliser l'agriculture. Oui, et c'est ça cette affaire du S de l'agriculture. C'est pas seulement le S des filières, c'est le S des régions et le S des responsabilités locales et territoriales avec la bonne échelle. Quand on me dit, est-ce que tu es pour ou contre les soi-disant les bassines? D'abord on change de mot, parce que dès qu'on dit bassine on est mort, c'est bassine ça fait fuite urinaire et machin comme ça, etc. C'est des réserves. Je me dis, cette question n'a pas de sens. Quel est le sol? Quel est le sol? Est-ce qu'on peut le... etc. etc. Donc, vous voyez, donc c'est ce genre de mécanisme. Donc, mais ça, il faut un langage. Et voir ces mesures, même, c'est extraordinaire parce que ce sont des mesures aussi coûteuses que partielles. Et les mesures du 1er février, mais c'est une caricature. Une mesure sans vision, c'est dépenser du pognon sans rien. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement prend les décisions à l'instant. C'est-à-dire que lors de l'inauguration du salon, on a l'impression que Emmanuel Macron a pris la décision du prix plancher, qui est totalement décriée par tous les secteurs agricoles, un peu acculé par la pression de la coordination rurale, dans ce cas-là. Prix plancher. Oui, bon, les prix planchers, voilà, la question c'est est-ce qu'effectivement c'était un cri
du président un peu acculé, disant qu'est-ce qui va me sortir de l'impasse, ou est-ce que c'était l'expression d'une politique réfléchie? Je laisse la question ouverte. Hein. Les économistes, comment dire, sont pas fans du tout des prix planchers. Mais je vais revenir sur la métaphysique, parce que je crois qu'en fait on est d'accord. Mais on va sortir quand même du dossier de la métaphysique. Non, mais c'est important. La métaphysique au sens de quelle est notre relation à la nature, notre relation à la Terre, etc. avec Voltaire, je suis complètement d'accord. Mais c'est l'article, et on va revenir sur la complexité. Mais il faut, tout l'enjeu, c'est cet aspect métaphysique, et là je vous rejoins. Mais la science et le sol, et quand j'étais avant, on parlait des sciences du sol, un écosystème, c'est une science dure. Il y a des règles, il y a des lois de la nature, on connaît très mal la génétique du sol, et c'est en partie notre avenir. Et je crois que justement tout l'art, c'est d'articuler quelle est notre vision du rapport au monde, du rapport à la nature, et notamment dans notre histoire ancienne catholique, on est un peu handicapé par rapport à d'autres pensées historiques. Dans notre rapport à la nature, on se croit au-dessus, or on sait bien qu'on est dedans, et que notamment par les microbes, on est complètement dedans et entouré. Et c'est une révolution métaphysique quelque part qu'il faut faire, mais laissons la science dans la science, et ne détruisons pas la science. Et sur les agriculteurs, et sur le pouvoir, moi ce que je dis, là tu vas m'entendre, je le dis souvent, je dis à mes amis du monde agricole, j'ai la chance de pouvoir fréquenter les différentes grandes familles, je leur dis, mais n'attendez pas que le pouvoir vous donne une vision. Quelle est la vision que les agriculteurs ont? On ne peut pas envisager l'avenir sur cette question agricole contre les agriculteurs, tout le monde est d'accord, mais sans les agriculteurs pour le définir. Et en fait, tous les trois syndicats, ou les quatre si on prend le modèle que je connais beaucoup moins, mais ils sont dans le mouvement, ils sont pas. Alors, il y a des bagarres, ils ont eux aussi leurs élections, ils ont été énervés par les pouvoirs publics, il y a eu des erreurs graves de communication, même pas de communication, de stratégie du gouvernement depuis le début de la crise, donc ça a énervé un peu tout le monde. Mais sur le fond, ce sont des gens de bonne volonté. Ne banalisons pas et ne court-circuitons pas l'organisation des agriculteurs qui fait la force de l'agriculture française. On est très inquiet, la préfecture de l'Aude est très inquiète pour le canal du Midi. Donc il va falloir arbitrer pour cet été dans les usages de l'eau entre le tourisme et l'agriculture. Bon. La bonne nouvelle, c'est que moi je suis entièrement d'accord sur les bassins. Il y a deux remarques sur la logique des bassins et des agences de l'eau. C'est que il y a des comités scientifiques dans ces bassins et dans ces agences de l'eau. Il faut absolument que les hydrologues et les hydroclimatologues aient voix au chapitre au même titre que les utilisateurs. Et d'ailleurs, les acteurs sont surreprésentés dans les agences. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que, effectivement, c'est à l'échelle du bassin qu'on réglera les sujets, notamment autour de la gestion de l'eau. La bonne nouvelle, c'est que c'est possible. Comme vous avez vu ce qui s'est passé en 2022 en Haute-Garonne, le préfet a réussi à faire diminuer de 30% la consommation d'eau en mettant tout le monde autour de la table, et tout le monde a joué le jeu, et ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de révolte agricole. Donc ça veut dire que c'est possible. Alors, moi, je frappe dans le dialogue. Je suis complètement d'accord avec toi sur la question de ces structures qui existent. Je fais la différence entre deux départements. Il y en a un qui s'appelle les Deux-Sèvres, où on n'a pas l'habitude de se parler. Résultat, on fait Sainte-Soline, qui est l'inverse de ce qu'il faut faire. Dans la Vendée, juste à côté, on a l'habitude de se parler. La Vendée, c'est pas le Vendée Globe seulement, et c'est pas le Puy du Fou seulement. C'est aussi un réseau, et Gaspard Salestin, lui qui aime l'entreprise, c'est un lieu incroyable, un des terreaux, lorsqu'on pense que c'est complètement rural, un des terreaux des PME et des entreprises intermédiaires. Une histoire protestante d'entraide. Ils se parlent. Oui, mais il y a une histoire protestante. L'eau, c'est le lien. Tu ne peux pas avoir une logique du lien avec des gens qui sont dans la logique du tout pour ma gueule. Il me semble que sur la Garonne, je suis bordelais, moi je suis né au bord de la Garonne, si la Garonne elle avait voulu, elle aurait déjeuné le pôle, et un autre. Mais j'ai cru comprendre, je suis très éloigné aujourd'hui, mais que justement il y a eu un accord très intelligent dans le cadre du bassin de Garonne, où les écologistes, au sens large du terme, le monde agricole, se sont rendus compte qu'ils avaient des intérêts communs, et que d'avoir des stockages d'eau en amont dans la montagne,
permettait d'éviter les assecs de la Garonne, permettait de cultiver. Et le canal du Midi, l'ingénieur Riquet qui ramassait l'eau des deux versants, c'est pas rien non plus. On va quitter la complexité, on va attaquer le contradictoire. Et justement, on va en parler parce que le gouvernement et les politiques savent être contradictoires. Le monde agricole a du mal. Enfin, ce matin, on a reçu Sophie Primas, Jérôme Bail, et Sophie Primas, sénatrice donc, des Yvelines, expliquait qu'il y avait des lois qui étaient votées par le Parlement et des décrets qui étaient pris par le gouvernement qui étaient contraires à l'esprit de la loi. Il y avait, on parlait des normes, ça fait des années que le monde agricole ne comprend pas pourquoi la simplification n'est pas adoptée. Donc c'est normal qu'à un moment, il se rebelle. Et en plus, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, et vous avez été conseiller, donc du président, vous n'avez pas été conseiller dans votre vie? Il y a très longtemps. Donc vous pouvez nous en parler quand même, vous en souvenez. Comment on peut expliquer? Le seul conseiller en classe du CP. Déjà, il était très intelligent déjà. En CP, il était conseiller. Comment on peut expliquer aujourd'hui qu'il y a un tel... On a l'impression que les conseillers, que les gouvernements sont pris un peu à reculons, ils ne savent plus gérer justement cette pression qui résulte du fait qu'il y a eu beaucoup de contradictions qui n'ont pas été gérées. Je sais rien, mais alors juste, je vais faire un dernier point quand même sur nos histoires de sol, donc de parler de politique, et à propos de science. C'est qu'on confond aujourd'hui la technoscience et la science. En fait, la pédologie, donc la science des sols, pour revenir là-dessus, est une science récente. Elle date du milieu du 19e siècle. Et aujourd'hui, on ne connaît que 3% des espèces vivant dans un sol. C'est-à-dire que dans un gramme de terre, vous avez littéralement des milliards de bactéries. Un monde complexe. Et on ne sait pas encore le décrire. Les 5000 espèces de vers de terre, on en connaît quelques dizaines scientifiquement, parce qu'on a très peu investi d'argent et de temps de cerveau là-dedans. Alors que le ciel, ça c'est formidable, on a plein d'astronomes, on envoie les fusées sur la Lune, ça nous excite, ça nous passionne, alors que c'est quand même des corps morts, on peut dire, enfin sans vie. Et le sol, si bruyant, si vivant, on le connaît très mal. Et comme on le connaît très mal, c'est au nom de la science qu'il faut arrêter la technoscience. C'est-à-dire quelque chose qu'on connaît mal, eh bien il faut être très prudent. Et ce principe de précaution tant décrié vaut pour ce qu'on connaît mal. Ce qu'on connaît bien, on peut imaginer avoir assez de paramètres pour comprendre les conséquences de nos actions. Et les conséquences de nos actions sur les sols, on ne les connaît pas. Les résultats, aujourd'hui, malgré toutes les analyses de labo disant que tel pesticide est inoffensif, 60% des sols européens sont détériorés. Et quand on dit qu'on veut sauver la planète, on exagère, on veut sauver les sols. Et les sols, c'est 30 ou 40 cm d'humus. C'est extrêmement fragile et c'est aujourd'hui en voie de minéralisation. Voilà. Alors, bon, sur le politique, c'est moins intéressant. Mais bon, mon avis personnel, mais il est très tranché, alors je suis désolé, mais il est un peu... Voilà, bon, éclairez-nous. Que je me suis fabriqué notamment quand j'ai traversé la France à cheval et j'étais beaucoup accueilli par les agriculteurs, comme un vagabond. Comme je disais à l'époque, il y avait toujours les clés pour le vagabond, c'est un peu pareil. Effectivement, c'est le premier sujet à table. C'est-à-dire que le soir, de quoi on parle? On ne parle pas du fait qu'on est abandonné, on ne parle pas des injustices, on ne parle pas de l'immigration, on ne parle pas de tous ces sujets de télé nationale, on ne parle pas du gouvernement, d'ailleurs on ne sait pas qui est le Premier ministre, on s'en fout. On parle de l'ADREAL, on parle de l'ABF, on parle de tous ces acronymes en fait qui rendent la vie des gens sur le terrain impossible, non pas parce qu'ils ne veulent pas obéir à la loi, mais parce qu'ils ne comprennent plus la loi, premièrement, et que deuxièmement, la loi est tellement contradictoire que souvent ceux qui sont chargés de l'appliquer, notamment dans les préfectures, reconnaissent qu'ils ne savent pas faire et finissent par dire aux gens, bon, bah, faites ce que vous voulez, mais discrètement. Et si vous voulez, c'est tout l'état de droit qui est mis en question, parce que nul n'est censé ignorer la loi, mais aujourd'hui, personne ne peut la connaître et personne n'en a de vue d'ensemble. Alors, pourquoi? Parce que ça fait 50 ans qu'on fait ce qu'on appelle de l'inflation normative. C'est pas un délire de ma part, c'est mesuré par le Conseil d'État. On voit le nombre de normes qui augmente, à un point qui est décrit par Max Weber, d'ailleurs, qui est le premier sociologue de l'administration, qui dit qu'il y a un certain point de complexité où en fait plus personne n'a de contrôle sur le système, plus personne n'est capable de dire sa direction. Et donc, le politique, suivant les circonstances, rajoute une petite couche ici ou là pour essayer de pallier à ceci ou cela, mais n'est plus capable, techniquement, de refonder quelque chose. Et moi, je pense qu'il n'y a pas, en fait, la simplification est techniquement impossible aujourd'hui, à droit constant. Les grandes simplifications, c'est ce que dit David Graeber dans son livre sur la bureaucratie, il a fait l'histoire de la bureaucratie mondiale, en commençant par Babylone et Rome, parce qu'on n'est pas les premiers à avoir dérivé. Il dit bah, ça se finit par les barbares. C'est-à-dire qu'un jour, en fait, le système ne croit plus en lui-même.
fonctionne par inertie. Et à un moment donné, les barbares arrivent et mettent tout ça à sac et on repart d'une table rase. Et je ne vois pas en fait comment c'est possible autrement aujourd'hui. Est-ce que ça sera par la faillite, par la dette, par la crise financière, est-ce que ça sera par la crise écologique, est-ce que ça sera par la crise sociale, je ne sais pas. Mais je ne pense pas qu'il soit possible de simplifier. Donc on dit simplifier, 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 mais c'est un paradigme la complexité. C'est un paradigme qui vient du fait qu'on n'a pas confiance dans les gens, ni dans les individus, ni dans les entreprises, ni dans les collectivités. Comme on ne leur fait pas confiance, on tente d'administrer leurs actions, ce que voulait Robespierre, qui détestait le mot jurisprudence, qui voulait le bannir de la langue française, parce qu'il fallait que chaque cas particulier puisse rentrer dans une case. Et c'est très lié à la question écologique finalement, parce que la bureaucratisation nie la vie, au sens de la vie des êtres humains, de la complexité de la vie d'un être humain qui ne peut pas se résumer à tel ou tel formulaire, si vous voulez. Et donc, on nie la vie par la bureaucratie, on ne pourra pas résoudre les problèmes de la vie par la bureaucratie. La question la plus profonde, c'est que la seule morale est celle du possible. Et que la pire des hontes, c'est les rentiers de la peur. Et que c'est possible, c'est encore possible. Plus que ça, c'est possible dans tous les domaines, notamment de la science. C'est vrai qu'on a pris du retard. C'est hallucinant qu'on connaisse aussi peu le sol. C'était hallucinant qu'on connaisse aussi peu notre estomac. Il se trouve qu'à l'Académie française, je suis fauteuil de Pasteur. Je suis ambassadeur de Pasteur. J'ai connu 2-3 petits trucs maintenant depuis quelques temps. Et donc, regardez ça. Le premier vrai article scientifique sur le microbiote, qu'on appelle maintenant notre cerveau, c'était il y a à peine 15 ans. Donc, il faut se... Voilà. Et quand on voit qu'en même temps, on dit que, attention, il faut faire etc. Et qu'on diminue les crédits à la recherche. Là, Bruno Le Maire, ce qu'il a fait, et qui diminue en même temps les économies sur quoi? Les économies sur l'éducation nationale. Enfin, on est où là? Franchement, c'est pas possible ça. C'est pas possible. Et qu'on a, pardon, mais total 23 milliards de résultats. Mais on est où là? On marche sur la tête. Donc moi j'en ai marre de ça. Une phrase. Oui, une phrase. Moi je suis résolument optimiste. Et ce que dit Eric, que je partage, je dis mais regarde, il y a 3 ans, 4 ans, on était dans le Covid qui a démarré ici, enfin, c'était à la fin du salon. Et pendant un mois, ma génération, c'est la première fois, non pas qu'on a eu peur de mourir, mais on s'est dit, on ne sait plus du tout ce qui peut se passer. Et aujourd'hui, on l'a complètement, enfin il est toujours là, mais on vit avec, quoi. Enfin, on l'a. Donc quand on est capable de se mobiliser, et là c'était une mobilisation planétaire, on sait trouver des solutions. Et moi je crois qu'il faut travailler sur la confiance. On fait 10 fois trop de lois. 10 fois trop de lois. On est à Egalim, je ne sais pas combien, j'ai prédit, je ne pense pas me tromper, que la prochaine, ça va être Egalim 7, 8, 9, 10. Il se trouve que j'ai travaillé dans l'administration, vous évoquiez dans un département, j'étais jeune ingénieur dans un département. On avait une liberté d'interprétation dans une DDA. On avait une liberté d'interprétation de texte qui était assez grande, et y compris un jeune ingénieur comme moi, on avait accès au cabinet du ministre sur des trucs un peu bizarres, on disait ce que je peux, et il disait ok vas-y. On manque confiance et délégons avec de la confiance au plus près du terrain. On pourra en parler toute la journée, mais malheureusement on est arrivé au terme de cette émission. Jean-Marie Sironi, Eric Orsena, Gaspard Koenig et Marc Lemazy, merci beaucoup. Puis je vous invite bien sûr à lire tous vos ouvrages. Et surtout merci à vous. J'accueille Jean-Christophe Bureau, bonjour et bienvenue. Le micro est devant vous, professeur d'économie à Agro-Paris-Tech, Université Paris-Saclay. Marion Guillou, bonjour, bienvenue, heureux de vous accueillir, ancienne présidente de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, et vous êtes membre du Haut Conseil pour le climat. Et évidemment, Mathieu Croissando est resté à mes côtés, éditorialiste politique. Allez, premier thème, il y en a beaucoup, je l'ai dit dans ce débat, les prix planchers, on va y consacrer du temps. Lux Messert, déjà, j'ai l'impression que la FNSEA, c'était pas forcément en tête de liste des revendications, on peut dire ça comme ça. Disons que nous, ce qu'on demandait déjà, c'était d'appeler notamment la loi Egalim, d'appliquer cette loi. Et donc finalement, nous, ce qu'on propose, c'est mieux que ça. C'est-à-dire qu'un prix plancher qui serait rapidement un prix maximum, c'est pas ça qui va attirer les jeunes.
demain on vous dit que vous allez être au plancher, un SMIC agricole, ça mérite mieux que ça. Et donc ce qu'on a poussé, c'est l'application de la mise en place des coûts de production. Mais dans sa totalité, le coût de production, c'est combien ça me coûte les semences, l'engrais, le carburant. Mais c'est aussi quand j'investis la part du bâtiment, mon robot de traite pour mes vaches par exemple. Voilà. C'est aussi surtout la main d'œuvre dans des productions comme l'élevage. C'est 30 heures par vache. Que tout ça rentre dans la définition. Et aujourd'hui, ça a déjà été fait pour beaucoup, notamment si on prend la production laitière. Il y a l'interprofession qui a calculé ses coûts de production. Et ça, c'est dans la loi déjà. Donc, on applique la loi. Nous, ce qu'on demande un peu plus, c'est qu'on demande qu'on puisse discuter entre... Souvent, on a une organisation de producteurs et l'industrie agroalimentaire. Par exemple, moi, mon lait va chez Danone, mais avec Lactalis, la même chose, avant que ces grands groupes aillent discuter avec la grande distribution. Sinon, s'ils vont discuter avant, bah forcément, après, ils reviennent vers nous en nous disant bah, on ne peut pas faire, on a perdu, ou alors on a réussi à obtenir 1%, alors que nos charges... Parce que le prix plancher, sans prendre en compte nos charges, c'est pas possible. Jean-Christophe Bureau, vous allez réagir en entendant cette proposition présidentielle? Avec un certain scepticisme. Pourquoi? Parce que déjà, je n'ai pas tout à fait compris au moment où ça a été dit, s'il parlait des produits qui sont justement soumis à la loi Egalim, auquel cas on a déjà des outils avec le coût de production qui sert de référence à l'établissement d'un prix, ou s'il parlait plus généralement de prix plancher pour tous les produits, ce qui nous ramènerait à la PAC des années 70, 80, début 90, où on avait des prix garantis, donc plancher, pour à peu près toutes les productions, à part les pommes de terre, les porcs et les fleurs. Alors c'est justement ce que nous disait dans les allées du salon il y a quelques minutes un éleveur dans la Loire, il s'appelle François Garivier, il dit attention aux effets pervers d'une telle mesure. Sur papier, effectivement, ça peut paraître une idée simple. Après, la question des prix minimums, c'est une question qui a déjà été d'actualité, il faut remonter un petit peu dans les années 80. Ça avait été un des chantiers de la PAC à l'époque, mais ça avait abouti à l'époque à une crise de la surproduction et la mise en place des quotas laitiers. Donc ça a déjà existé par le passé d'un point de vue politique européen. Est-ce que ça risque de bloquer les prix vers le bas? En tout cas, il faut absolument qu'on arrête d'être les moins-disants. Et globalement, la politique de déflation alimentaire ces 10 dernières années nous a coûté cher. Quand on a perdu 100 000 exploitations, c'est quand même qu'à un moment donné, il y a un problème de revenus dans nos fermes. Et donc ça, on revient à ce sujet-là. Après, ce qu'on a surtout besoin aujourd'hui, d'être les mieux-disants. On peut aussi être des grands, se mettre autour d'une table et arrêter de presser ceux qui sont en dessous. Quand on a parlé, nous, de mettre en place la marche en avant sur la fixation du prix, c'est pour que justement on arrête que ce soit la grande distribution qui pèse, et cette guerre des prix, même pour elle est dévastatrice. Marion Guillou, est-ce que c'est encore plus difficile pour les agriculteurs qui font le choix de cette question de la rémunération? Et actuellement, on le voit bien, c'est-à-dire qu'avec les problèmes d'inflation et de pouvoir d'achat, malheureusement, les achats en bio ont énormément diminué. Et effectivement, on voit actuellement des gens qui abandonnent le bio à cause de ces problèmes de prix. Donc oui, dès que vous faites du qualitatif, quel que soit le qualitatif, que ce soit du label rouge, de l'appellation d'origine ou un effort aux valeurs environnementales ou autre chose, ça coûte plus cher. Et donc vous essayez de valoriser ça sur le marché. Et si à un moment donné, il y a un problème de pouvoir d'achat, effectivement, ça n'est plus acheté. Donc oui, pour tout ce qui est qualitatif, c'est un problème. Alors il y a le patron de la chaîne de supermarché Lidl, qui s'appelle Michel Berriot, qui l'a dit plusieurs fois dans les médias, favorable à un prix minimum garanti pour le lait, le porc, le bœuf. Il dit, je cite, d'avoir 5000 éleveurs de lait ou de viande sous contrat, satisfaits, là encore ce sont des guillemets, avec un système d'une simplicité enfantine. Ce sont ces mots, Jean-Christophe Bureau, ce qui est possible à la dimension d'une entreprise de la grande distribution, est-ce que ce ne serait pas duplicable à tous les agriculteurs? C'est ce que j'essaie de comprendre. Si, tout à fait, mais déjà, pour contracter, il y a des incitations à contractualiser dans la loi Egalim. Il y en a eu d'autres dans le passé sur les fruits, par exemple, avec des fortes subventions publiques pour contractualiser. C'est pas toujours une solution extraordinaire. Les cabinets de conseil sur les marchés à terme recommandent aux agriculteurs de ne pas trop contracter, tout simplement parce que si jamais il y a un gros problème de production, je sais pas, un blé qui gèle, ça arrive de temps en temps, il faudra qu'ils rachètent sur le marché plus tard la quantité pour la livrer. Donc la contractualisation ne va pas nous débarrasser de toutes les fluctuations qui sont liées au climat, aux insectes, etc. Mais par contre, c'est tout à fait un moyen
d'assurer une visibilité à l'agriculteur pour des investissements, pour tout ça, mais c'est pas non plus le remède miracle. Alors il y a une dimension politique évidemment autour de cette question des prix planchers, puisque le parti de Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, dit que c'est un système défendu par LFI depuis longtemps. On écoute là-dessus Alexis Corbière. Actuellement, si vous voulez, on vous vend le lait 1,40 € et le producteur, lui, le vend 0,40 centimes. Entre les deux, où sont les 1 €? Est-ce qu'on ne peut pas discuter du fait que dans ce qui constitue les 3/4 du prix, ça va dans la poche de l'agriculteur? Le rapport de force, il est défavorable aux agriculteurs. Ils sont sous la pression du fait que si vous ne voulez pas qu'on vous l'achète à tel prix, eh bien allez vous faire voir. Et les gens tirent la langue, ils sont obligés en quelque sorte de capituler. Luc Spessart, je voudrais bien comprendre en quoi ce qui pourrait être mis en place diffère de ce que LFI proposait depuis des mois, voire des années. Encore une fois, c'est qu'on ne veut pas que le prix plancher soit le prix maximum. Par exemple, là, ce que proposait Lidl, c'est qu'aujourd'hui, quand Lactalis aujourd'hui ne veut même pas donner 43, 44 centimes, il dit si on mettait le lait par exemple à 47 centimes, donc là il y a une vraie rémunération et aussi la capacité d'investir pour justement que le métier soit aussi vivable. Je parlais des retraites, mais pas que. De LFI, même si le gouvernement se défend, Camille Banachi disait non, il n'y a aucune soviétisation des prix, on est très loin de l'ADN plutôt libéral quand même du macronisme. Ah bah les prix administrés, oui, c'est pas franchement l'ADN macroniste. Il faut se souvenir de ce qu'il disait à l'époque quand LFI dépose sa proposition de loi, que ce soit Marc Fesneau qui disait ça totalement démagogique, ou Olivier Grégoire, le ministre du Commerce, qui parlait de Cuba. Ce qui me frappe, moi, dans cette affaire, quoi qu'on pense des prix planchers, est-ce que c'est applicable, pas applicable, on voit bien le danger que le prix plancher se transforme en prix plafond et que ça crée une forme de concurrence déloyale de nouveau. Mais ce qui me frappe, c'est la façon dont ça arrive sur la surface. Ça fait quand même plus d'un mois maintenant qu'il y a des négociations entre le gouvernement et les syndicats agricoles. C'est une revendication qui était portée par la Confédération paysanne, qui n'a pas eu le droit de citer pendant 3 semaines. Gabriel Attal, Premier ministre, je vous rappelle, fait un récapitulatif de toutes ces annonces mercredi dernier, donc il y a 4 jours, 5 jours. Ça ne fait pas partie du scope de ce qu'il annonce. Il aurait très bien pu, si j'en avais parlé avant, décider. C'est quelque chose qui est donc sorti dans cette matinée particulièrement troublée et chahutée de samedi matin, où le président de la République lâche ça. Alors je ne dis pas qu'il l'a improvisé, mais tout ça manque quand même de cohérence et de préparation. On ne peut pas dire il y a un mois c'est pas le sujet, dire à la Confédération paysanne non, pour finir par dire oui, et au final on va s'apercevoir que la FNSEA dit ben non, c'est pas la bonne idée. Alors parmi les annonces présidentielles de samedi, il y a ces mesures d'urgence. Il y a déjà eu des aides sectorielles évidemment aux filières les touchées par la crise, l'élevage bovin, la viticulture, le bio, l'apiculture. Mais samedi on va citer Emmanuel Macron. Alors ça c'est dans son interview au Figaro, il dit ceci: un recensement dans chaque région des exploitations qui sont dans les plus grandes difficultés de trésorerie pour les accompagner. Voilà ce qu'annonce le chef de l'État. Alors déjà peut-être d'un mot, ça représente combien de fermes? Est-ce que vous pouvez l'évaluer ça? Celles qui sont donc en grande difficulté de trésorerie, pour reprendre les mots du président. Alors, on voit que de semaine en semaine, il y a quelques filières qui ont des vrais problèmes de trésorerie. On a la Viti dans le sud de la France. On peut avoir aujourd'hui chez certains céréaliers aujourd'hui des prix qui sont aujourd'hui sont en train de baisser. Le fameux ciseau des prix, puisque on a des coûts de production qui sont couvrés aujourd'hui entre 180 et 200 € la tonne de blé, et qu'aujourd'hui sur le ventre du blé on est plutôt en dessous de 180 € la tonne. Donc, et surtout la crainte c'est que le marché n'arrête pas de descendre. Et donc, par contre aujourd'hui les engrais il faut les acheter, tout ce qu'il va falloir faire jusqu'à la moisson, donc c'est plutôt ces prêts là qu'on a besoin. Donc les prêts bonifiés peut être une solution, c'est-à-dire de descendre un peu. Aujourd'hui les prêts sont plutôt, on n'avait pas connu d'inflation et donc on était plutôt habitué à avoir des prêts court terme à 1%, on est plutôt aujourd'hui à 4%, 5%, donc c'est ça qu'on peut faire. Il peut y avoir des prises en charge de cotisations sociales, il va falloir que ce soit ciblé sur les gens qui en ont besoin, mais encore une fois, ça fait comme sur le prix plancher, ça c'est des mesures d'urgence importantes. Ce qu'on attend surtout c'est une vraie vision, qu'est-ce qu'on porte pour notre agriculture, parce que c'est un petit peu là où le président, moi je regrette un petit peu, c'est qu'il a un peu noyé dans tout ça. On a retenu le chaos, on a retenu ces 2 principales mesures, mais on a oublié de porter la vraie ambition de souveraineté alimentaire, la vraie ambition de simplification des normes, la vraie enjeu de souveraineté alimentaire.
la loi d'orientation qu'il a annoncée finalement dans ce débat improvisé, il n'y a pas grand monde qui l'a retenu. Ça pour nous c'est important. C'est voilà, c'est qu'est-ce qu'on donne et comment on fait pour retrouver du sens et de la dignité à notre métier. Quel modèle effectivement pour l'agriculture française, mais aussi l'agriculture européenne, alors je ne sais pas si c'est votre sentiment, mais avec cette impression que finalement les enjeux de transition écologique ne sont plus tout à fait au sommet des préoccupations ou des priorités. Écoutez, quand vous parlez aux agriculteurs, il y en a heureusement beaucoup au Salon de l'agriculture, ils savent bien que le changement climatique est là, ils savent bien que le fait de pouvoir se préparer, s'adapter au changement climatique, c'est indispensable pour l'avenir. Et quand on parle, les premiers à le subir d'ailleurs. Bien sûr. Et quand on parle de souveraineté alimentaire, c'est une souveraineté alimentaire dans les nouvelles conditions environnementales et climatiques. Et donc, la nécessité de travailler sur la résilience de l'agriculture, je crois que vous l'entendez partout. Et d'ailleurs, quand vous baladez dans ce salon... Le point commun du mouvement, je suis désolé, du mouvement au niveau européen, on a quand même ce sentiment que les agriculteurs demandent que l'Europe appuie sur le frein en matière de transition environnementale. Alors, je crois qu'il y a eu des symboles. C'est-à-dire qu'en fait, la paperasse, donc quand il s'agit de remplir on a parlé pour les haies, je ne sais plus quoi, de 14 réglementations qui s'appliquaient aux haies. Et pourtant, les haies, c'est positif. Les haies, ça permet de mettre de l'ombre quand il y a du soleil et que les animaux ont trop chaud. Enfin, il y a des vertus agronomiques, si j'ose dire. Aux haies, des vertus de fixation de carbone, des vertus pour le sol. Donc, il y a eu des symboles, je pense, qui sont des agacements. Il y a eu aussi ce problème de phytosanitaire, c'est-à-dire quel produit pour quelle maladie, quel type de résistance, quelles sont les solutions. Mais en dehors de ça, et ici, regardez, dans la plupart des stands, on parle de vie dans le sol. Il y a quelques années, on n'aurait pas parlé de vie dans le sol dans les allées du salon. On parle de résilience des exploitations. Donc le sentiment qu'il y a une nécessité de s'adapter aux conditions futures, il est partagé.